Congo, la diaspora congolaise. Pourquoi la diaspora? Qui est-elle? Comment contribue-t-elle au développement de la RDC? On en parle aujourd'hui avec Serge Ouello, à qui je dis bonjour. Bonjour, Pamphile. Serge Ouello, vous êtes coordonnateur de la diaspora congolaise fédérée. Diaspora congolaise fédérée. Pourquoi fédérée? Fédérée autour de quoi? J'ajoute, je suis coordonnateur de la diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale. Nous sommes fédérés par rapport aux revendications des Congolais de l'étranger. Quoique la diaspora est plurielle, au niveau des Congolais de l'étranger, nous trouvons des hommes d'affaires, nous trouvons des étudiants, nous trouvons des travailleurs, et la plupart de ces compatriotes vivant à l'étranger ont presque les mêmes revendications. Voilà pourquoi nous sommes fédérés autour de ces revendications. Pendant les concertations nationales, par exemple, au début, il y a eu plusieurs organismes de la diaspora qui avaient soumis leur cahier, introduit leur cahier des charges au secrétariat technique des concertations nationales. Et nous étions venus de manière disparate. Votre serviteur, avec quelques-uns de ses collègues de la diaspora, nous avons décidé de mettre ensemble et de mettre en place une plateforme de circonstances. À l'époque, on a dénommé Diaspora congolaise fédérée pour les concertations nationales. Et nous nous sommes scindés à 5 groupes par rapport aux 5 thématiques de concertation nationale. Et 80% de nos revendications se sont moulées en recommandations. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus de la diaspora congolaise fédérée pour les concertations nationales, mais diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale. Si je comprends bien, vous êtes rentré en RDC sur invitation de la concertation nationale. Bien sûr, parce que nous nous sommes dit, il faut faire ce que Patrice Emery Lumumba avait dit, l'histoire du Congo ne va pas s'écrire ni à Washington, ni à Bruxelles, ni à Paris, mais ici. Ce n'est pas à 18 000 km à New York, à Montréal, ou à 8 000 km à Paris, à Bruxelles, ou à Londres que nous allions revendiquer nos droits. Nous nous sommes dit, il faut venir sur place, et nous avons pris notre courage, nous avons eu à dire. Oui, la diaspora congolaise semble, à mon avis, être très désorganisée. Mais qu'aviez-vous fait pour arriver à participer aux concertations nationales? Quelle a été la stratégie pour créer cette cohésion, je peux dire, spontanée? Oui, c'est l'image que d'aucuns donnent à la diaspora congolaise. Lorsque vous dites que la diaspora elle est organisée, je ne pense pas. Parce que nous divisons la diaspora par rapport aux grandes régions, par exemple. Il y a la diaspora congolaise au niveau des États-Unis, où les communautés congolaises des États-Unis s'organisent. Au niveau du Canada, il y a la diaspora, il y a la communauté congolaise de Montréal, la communauté congolaise de Toronto, même d'Ottawa. Ce sont des structures très bien organisées, à Paris, en France. Alors, quoique les revendications de chacun de ces groupements diffèrent des autres, mais ensemble, nous nous sommes dit, au niveau de concertation nationale, il faut venir, il faut prendre le courage et dire tout haut ce que nous disons tout bas, au lieu de continuer à revendiquer tout ce que nous voulons avoir comme acquis au niveau de l'extérieur. Il fallait venir ici. Et je vous dis que, personnellement, par exemple, au début, j'étais mal vu au niveau de mes amis combattants de la diaspora, car je n'ai jamais eu honte de mon étiquette en tant qu'un des leaders de la diaspora. Oui, justement, c'est une inquiétude. Ouais. Vous êtes l'un des leaders de la diaspora congolaise. Ouais. Comment étiez-vous organisé? Est-ce que le fait que vous soyez aux concertations nationales, n'est-ce pas une façon d'être en contradiction avec ceux-là que vous dirigez, les combattants? C'est une question très pertinente. Si je vous dis que les combattants étaient d'accord de venir pour participer aux concertations, je mens. Les combattants n'étaient pas d'accord. Et tu t'es imposé. Mais écoutez, pour moi, c'était une occasion pour faire d'une pierre deux coups. Pourquoi? Tu t'es donc désolidarisé avec les autres. Laissez-moi vous expliquer. Oui, allez-y. Il fallait faire d'une pierre deux coups. Cela veut dire quoi? Il fallait démontrer aux autorités en place en République démocratique du Congo que les combattants ne font pas forcément partie de cette diaspora qui ne se limite qu'à vilipender les actions du gouvernement. Il y a eu presque du désordre au début des concertations nationales.
Mais il fallait qu'un combattant se mette debout, fédérer les autres organisations de la diaspora, produire 5 cahiers de charges et obtenir 80% des revendications. Alors, par rapport à ça, d'une autre part, il fallait aussi montrer à mes collègues de la diaspora qu'on peut dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Nous avons été reçus, par exemple, par les ministres de l'Intérieur et d'autres personnalités de la République à Heritage Lodge. Cette soirée-là, votre serviteur avait pris la parole, j'avais touché du doigt la problématique de la diaspora, il fallait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. La preuve est là, je ne suis pas mort, on ne m'a pas tué. Donc, si nous faisons tout ça, c'est avec un esprit constructif, parce que cette cohésion nationale tant recherchée devait s'asseoir sur la vérité. Et je vous dis, je suis retourné 2 fois en Europe, au Canada, et j'ai été mis à la barre, je leur ai dit, il fallait faire ce que Patrice Lumumba a dit. En qualité de traître? Non, pas forcément en traître, parce qu'ils savent, parce que, vous savez, les mouvements de combattants, la plupart des combattants se sont inspirés de moi en 2006, quand j'ai eu à faire ce que j'ai eu à faire au niveau du Canada. La plupart des gens savent ça, il n'est pas question ici de répéter. Ils croient en moi, je suis quand même respecté et écouté au niveau des combattants, mais cela n'empêche pas, ne leur a pas empêché de me mettre devant la barre, et je leur ai dit, parce que, vous savez, il y a une certaine aile dure de mes collègues combattants qui ne jurent que sur la libération du Congo. Il fallait leur dire qu'à l'état d'esprit actuel du monde sur le problème du Congo, on ne tire aucun avantage à cultiver la haine, à utiliser la violence ou la guerre pour accéder au pouvoir. Pour nous, la diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale d'SFC, la vraie libération, c'est un combat éthique et politique à même de mobiliser la masse critique congolaise à se révolter de manière constructive par la transformation de leur être, de leur idéal, et dans des initiatives concrètes du changement aux échelles locales, provinciales et nationales. Oui, Serge Wello, nous avons comme l'impression que vous, les Congolais de la diaspora, qui avez accepté de participer aux concertations nationales, c'est une façon de faire des yeux doux aux autorités de la RDC pour vous attirer la confiance et avoir des postes. Pas forcément. Pourquoi? Parce que les autorités, la plupart du temps, ils avancent comme raison, mais il faut venir ici sur place pour se battre. Malgré que un de leurs, moi je suis combattant, je suis venu en 2011, j'avais battu campagne, j'ai été élu député national, j'ai siégé à l'Assemblée nationale pendant 3 mois, et après j'ai été invalidé. Alors voilà pourquoi il y a difficulté aujourd'hui pour que les autorités congolaises demandent aux Congolais de l'étranger de venir. Mais si nous avons accepté de le faire... un objectif. Non, si nous avons accepté de le faire, c'est parce que quelque part il faut toujours trouver un terrain d'entente. Il faut que ces fatwas ne s'éternisent pas. Nous sommes là pour aider la République, c'est-à-dire aider les autorités, ainsi que mes amis de la diaspora. Les revenus, où il faut trouver des voies et moyens afin de confectionner cette fracture observée depuis quelques années entre les Congolais de l'étranger et les autorités du pays. Voilà. Les revenus pour participer, n'est-ce pas, au développement de la RDC, il y en a ceux qui disent que vous êtes généralement des profiteurs, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous réclamez que l'on crée le ministère des Congolais de l'étranger. Et que deviendrait le ministère des Affaires étrangères? Écoutez, lorsque vous dites que nous sommes des profiteurs, bon, c'est votre droit au nom de la liberté d'expression, qui est d'ailleurs l'une de mes raisons d'être en politique. Vous ne l'êtes pas en tout cas. Et ceux qui me connaissent vont quand même douter de cela. Je sais de quoi je parle, parce que au moment où je vous parle, je fais partie de la société civile. Oui. Mais quand j'étais membre d'un parti politique ici, de l'opposition radicale, tout le monde le sait que plus opposant et plus combattant que Serge Wello. Vous avez renoncé? Non. Vous savez, dès les bas âges, quand vous étiez jeune, lorsque vous avez eu à maîtriser ce qu'on appelle la force d'aimer de Martin Luther King, vous savez, à l'époque, aux États-Unis, il y avait 2 tendances pour la bataille pour l'émancipation des Noirs. Oui. Il y avait une voix de Malcolm X qui recourait quelquefois à la violence et une voix de Martin Luther King. Tous avaient comme objectif l'émancipation de l'homme noir. Moi, j'ai choisi la voix de Martin Luther King. Cela veut dire la non-violence. Voilà pourquoi, quelquefois, il faut se faire violence. Vous savez que le gouvernement de la RDC est pour ceux qui sont
dans la lutte contre la violence. Si vous aviez participé à un Ridge Lodge le jour où le ministre de l'Intérieur nous avait réussi, si vous avez écouté mon discours en tant que combattant, vous n'allez pas dire ça. Et nous ne sommes pas là pour ça. Non, il faut me dire en tant qu'ex-combattant, parce que vous ne l'êtes plus. Je suis combattant. Vous savez, être combattant, être opposant, c'est un état d'esprit. On ne devient pas combattant. Hein? Oui. Moi, j'ai quitté le Canada, je suis passé par Londres, je suis venu ici, je suis combattant. Mais dans la vie, il faut quelquefois savoir arrondir le coin. Parce que chacun ne doit pas camper dans son coin. Donc, dans la vie, il faut savoir aussi prôner la réconciliation, cette cohésion nationale tant recherchée. Et cette cohésion devait s'asseoir sur la vérité, que personne ne vous mente. Les Congolais et les étrangers qui ont participé aux concertations nationales, on est à se dire des vérités en face des autorités de ce pays. Oui, Serge Hello, est-ce qu'on peut compter sur les Congolais de la diaspora pour le développement de la RDC? Et comment? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il est question de mieux gérer les compétences congolaises expatriées en vue de maximiser l'utilité pour notre pays. Normalement, les Congolais de l'étranger, c'est lui qui doit jouer le rôle d'intermédiaire et même de conseiller. Parce que il connaît les réalités de son pays d'accueil et les réalités du Congo d'où il vient. Il connaît les priorités et les attentes des uns et des autres. Alors, je pense que pour mieux tirer parti de surtout, moi j'ai mis l'accent de la crème de la diaspora, nos chercheurs, nos scientifiques éparpillés dans le monde, je pense que le gouvernement congolais pourra aussi s'inspirer des stratégies et d'autres politiques arrêtées par les pays qui ont réussi en la matière, tels que la Chine, l'Inde, le Singapour ou l'Afrique du Sud. Par exemple, le gouvernement sud-africain considère sa diaspora comme un axe de sa politique de développement et comme vecteur de transfert vers les secteurs des pays qui ont beaucoup plus besoin de personnes qualifiées. Il y a un réseau en Afrique du Sud qu'on appelle SONSAS, South African Network of Skills Able. C'est l'un des dispositifs mis par le gouvernement sud-africain pour gérer ses compétences expatriées, pour les tirer vers les pays des Mandela. Alors notre gouvernement pourra s'inspirer. Alors, stratégiquement parlant, soyons pragmatiques. Pour, par exemple, tirer profit de la matière grise congolaise de nos compatriotes hautement qualifiés de la diaspora, je pense qu'il faudra arrêter, adopter aussi certaines mesures préférentielles. Par exemple, je peux citer quelques-unes, par exemple, les allègements fiscaux pour les entreprises nouvellement créées par les Congolais de l'étranger au retour au pays. Je peux citer par exemple la suppression des visas d'entrée. Il y en a ou c'est une fiction? Non, mais ils sont là, ils veulent venir ici, mais il y a aussi des préalables. Ils sont en train de créer des entreprises en RDC tout en vivant à l'étranger. Non, j'ai dit ceci, ils sont là. Oui. Il y a des Congolais de l'étranger qui sont d'affaires, qui sont disposés. Oui. Mais les conditions, il faut que l'État congolais, par exemple, facilite, établisse aussi les contacts entre expatriés, marchés locaux et firmes internationales. Il faudra aussi penser par exemple à la création d'une association nationale des personnes formées à l'étranger qui sera une source intarissable même dans laquelle le gouvernement congolais pourra puiser pour orienter ces Congolais hautement qualifiés vers les secteurs du pays déclarés prioritaires par les recommandations de concertation nationale. Il faudra par exemple penser à mettre sur pied les agences pour étudiants congolais expatriés des retours au pays. La liste n'est pas exhaustive, nous avons une vision, nous avons des projets réalistes, nous avons le courage, parce que ça prend du courage pour gérer nos compatriotes de l'étranger, et surtout, nous avons le profil qu'il faut. Pourquoi? Parce que nous sommes partisans de la gestion axée sur les résultats. Au moins, vous êtes d'accord avec moi que la RDC est victime de ce que je peux appeler un fléau, que l'on appelle pratiquement fuite des cerveaux. Et vous pensez que c'est facile au jour d'aujourd'hui que la RDC puisse, n'est-ce pas, profiter de l'expertise des scientifiques, des chercheurs qui sont disséminés à travers la RDC? Voilà pourquoi au niveau des concertations nationales, les délégués de la diaspora avaient réclamé une chose au gouvernement: il faudra créer et renforcer les mécanismes d'encadrement de retour au pays de nos compatriotes de la diaspora. Écoutez, nous pensons que l'état est venu où l'État congolais doit prendre à bras le corps
les revendications de nos frères et sœurs éparpillés dans le monde, estimés à plus de 7 millions. Parce que cette cohésion nationale ne doit pas seulement être une résultante du dialogue entre les forces politiques, sociales et militaires intramuros, c'est-à-dire internes. Mais aussi, l'État congolais doit chercher à se réconcilier avec ses filles et fils éparpillés partout dans le monde, non par le choix, mais forcés par des conditions sans cesse dégradantes de la situation socio-économique et même politique. Voilà pourquoi nous disons que nous voulons retourner. Moi, j'ai fait chaque année, chaque été, j'ai fait le tour presque du monde. Je vais aux États-Unis, au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni, où j'ai rencontré des Congolais hautement qualifiés, voulant revenir investir même au pays. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à créer dans les zones de développement économique des pépinières d'entreprises réservées aux Congolais de l'étranger? Il y a le préalable. On parle de la problématique de la double nationalité que nous appelons irrévocabilité de la nationalité apparemment, congolaise. vous plaidez pour un statut particulier. Mais écoutez, nous ne sommes pas des Congolais de seconde main. Vous savez, les Congolais de l'étranger participent à près de 60% du vécu quotidien social de leurs frères et sœurs restés ici au pays. Ah, mais là encore, je te retourne la parole, là il y a un problème. J'ai eu dans mes recherches en tant que journaliste à lire le rapport annuel de certaines agences de transfert de fonds. Et il me revient qu'il y a sûrement, ça c'est vrai, des millions de dollars américains qui arrivent au pays. Milliards même. Les Congolais de l'étranger envoient leurs fonds. Mais on ne sent pas l'impact sur le plan économique de la RDC. On ne sent pas. Écoutez, soyons quand même honnêtes. Les transferts des Congolais de l'étranger ne peuvent pas remplacer la responsabilité de l'État congolais. Parce que 90% de nos transferts sont destinés à des besoins familiaux et même privés. Alors, nous pensons que... Voilà pourquoi nous plaidons pour un ministère des Congolais de l'étranger. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous pouvons organiser, par exemple, des campagnes pour conscientiser nos compatriotes de l'étranger avec comme objectif des biens ciblés, d'améliorer leur transfert vers des sites de la République démocratique du Congo favorables à des projets qui vont réellement créer les emplois. Nous pensons que la canalisation de l'épargne des Congolais de l'étranger vers des projets productifs sera l'une des pistes à privilégier. Voilà. Et revenons un peu, il y a une question qui me revient à l'esprit concernant les combattants, entre guillemets. Vous êtes venu aux concertations nationales, vous avez plaidé pour la réconciliation nationale, la paix, ainsi de suite. Mais aussitôt après les concertations nationales tenues à Kinshasa il y a une année, mais toutes les autorités de la RDC qui vont à l'étranger, ils sont toujours victimes de menaces, ils sont toujours mal à l'aise dans les ascenseurs, ils ne savent pas y entrer seuls. Mais finalement, vous avez plaidé pour une chose et son contraire. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça c'est une réalité, je vous le concède, mais vous savez, la réconciliation c'est tout un processus et que personne ne vienne jouer au populisme, même moi-même en tant que combattant, pour dire aux autorités comme quoi, comme avec un bâton magique, je serai calmé directement le combattant après les concertations nationales. Mais nous pensons que une bonne mise en œuvre des résolutions des concertations nationales en rapport avec les revendications des Congolais de l'étranger, pourra atténuer tant soit peu ces climats de méfiance avec comme objectif à moyen terme de confectionner cette fracture. Parce que c'est une honte, c'est vrai. Nous sommes le seul pays au monde dont les autorités se cachent lorsqu'ils sont en Occident. C'est pas une bonne chose. Et du côté de mes amis combattants, comme je l'ai dit, on essaye de travailler ensemble, c'est pas facile. Et je pense que si nous avons accepté d'entrer à ces concertations, c'est parce que les mérites de ces concertations est qu'elles ont été congolo-congolaises, c'est-à-dire organisées par les Congolais, financées par les trésors publics congolais, et à un temps record. Quoique certaines grandes figures de l'opposition n'ont pas accepté de participer, cela n'empêche pas de les inclure dans les 670 pertinentes résolutions adoptées par les concertations nationales. Donc, comme je vous dis, la crise, elle est là, elle est profonde, mais ça demande une approche à la fois intelligente, conciliante, dont seuls les vrais combattants seront à même d'amorcer. Congolais de la diaspora, vous croyez à l'émergence de la RDC? Bien sûr.
les Congos. Vous savez, à l'aube de notre indépendance, il y a eu des personnalités africaines telles que Kwame Nkrumah, Tchekata Diop, Thabo Mbeki, et François Fanon, c'est lui qui avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Au Congo, en RDC. Chacune de ces personnalités a tiré à l'époque l'alarme pour attirer l'attention du monde sur les responsabilités particulières de notre pays dans les desseins du continent africain. Normalement, l'initiative du changement qualitatif de l'Afrique devait partir de la RDC. Le Congo ne devait pas se complaire dans une sorte de suivisme indigne de lui. Je me souviens le 30 juin 1960, dans les images. Je n'étais pas encore né. Ah, là, Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Ouais. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. 54 ans de l'indépendance après, qu'est-ce que nous voyons? Des rapports IDH. Nous partageons avec les Niger la dernière place. Permettez-moi de dire, de tenir un peu de mots durs pour dire comme quoi que la gestion du Congo par le roi Léopold II, la gestion du Congo par la Belgique, la gestion du Congo par la communauté internationale, la gestion du Congo par nous-mêmes, filles et fils du pays, constitue la preuve patente de l'échec des passages de l'homme sur la terre. Voilà pourquoi nous, au niveau de la diaspora, nous tendons encore la main. Vous savez, il ne faut pas nous négliger parce que l'histoire nous montre que... Terminez la phrase, vous tendez la main où et à qui? Nous tendons la main aux autorités du pays, ah oui, aux fils et fils, aux filles, aux fils et vivants ici et au Congo. Quelquefois, il y a des différends entre les Congolais vivant ici. Et n'oubliez pas la force de la diaspora. Je vous le dis, c'est sans populisme. Imaginez, il suffit que tous les Congolais de la diaspora se donnent comme mot d'ordre de ne plus envoyer de l'argent à leurs frères et sœurs restés ici pendant 6 mois, à condition que leurs frères et sœurs sortent dans les rues. Je vous dis que c'est le gouvernement qui tombe. On a connu dans l'histoire des diasporas et des réseaux diasporiques qui se sont engagés dans la politique même de leur pays. On parle aujourd'hui des Tamouls sri-lankais, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à New York. Ce sont les Irlandais de la diaspora de New York qui se sont organisés. Ils ont procédé à des récoltes importantes de fonds et ils ont mené la guerre de l'indépendance de l'Irlande. En Afrique ici, l'Érythrée, ce sont les Érythréens de la diaspora qui se sont organisés pour obtenir, ils se sont battus pour obtenir l'indépendance du Congo. Si nous disons tout ceci, ce n'est pas pour faire peur. Nous cherchons un terrain d'entente, nous cherchons à aider la République, nous cherchons à prévenir les autorités, parce que s'il arrivait une chose qui va peut-être déstabiliser l'institution du pays, que notre mémoire, que moi, en tant qu'un des leaders de la diaspora congolaise, que je ne sois pas chargé. Oui, Serge Joëlo, faisons une simulation. Oui. Je suis Joseph Kabila. Oui. Je pose la question à vous de la diaspora. Oui. J'ai besoin de vous donner 5 ministères pour que vous contribuiez au développement de la RDC. Vous choisirez quel ministère? Écoutez, économie. Oui. Agriculture. Oui. Jeunesse. Oui. Information et médias. Et intérieur. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pas pour ça. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Oui. C'est pourquoi je dis, c'est parmi vos ambitions. Non, vous m'avez parlé d'une simulation et je vous ai répondu. Tout à fait. Simulation. Dans cette simulation-là. Ah ouais, dans cette simulation, je vous ai répondu. Et c'est pour cela que vous êtes en RDC. Non, pour obtenir des postes. C'est pas. Non, c'est quand lorsque vous dites ça, c'est vraiment aberrant par rapport à nous, obtenir des postes. Je vous dis, moi je connais des amis avec qui on est aux concertations nationales. Ils sont mieux payés à l'extérieur. Vous savez, il y a des gens qui sont payés plus de 5 000 euros que j'ai rencontrés en tant que délégué. De venir ici, c'est par patriotisme. Vous savez, par exemple, il y a une certaine catégorie de nos compatriotes hautement qualifiés qui ont un bon boulot, ils sont bien assis, qui ont juré de ne plus retourner au Congo. J'ai eu à rencontrer beaucoup, mais je leur ai dit, cela n'empêche pas. Nous faisons le tour du monde. Il y a des structures organisées, par exemple, comme l'OPCC, l'Organisation des professionnels congolais du Canada. On parle des anciens académiciens de l'école royale militaire en Belgique. On parle des académiciens de Saint-Cyr.
Mais ces derniers, par exemple, ils peuvent participer au renforcement des capacités de la République en matière de la sécurité des personnes et de leurs biens, même s'ils ne veulent pas revenir ici. C'est le ministère des Congolais et de l'étranger que nous plaidons. À travers ça, nous pouvons les convaincre, ils peuvent faire émerger... donc il y a la possibilité de convaincre ceux qui restent encore à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays. Non, même s'ils ne veulent pas revenir, ils peuvent faire émerger dans leur pays d'accueil respectif l'agenda scientifique, économique et même politique de la République démocratique du Congo. Ils peuvent se constituer en lobby pour, par exemple, convaincre les opérateurs économiques, les entrepreneurs, les hommes d'affaires étrangers à venir investir au Congo. Ce qui va d'ailleurs permettre faciliter la création d'emplois pour embaucher leurs frères et sœurs et parents restés ici au chômage au pays. C'est aussi cela du patriotisme. Voilà, Serge Wello, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission invitée de la rédaction. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la diaspora congolaise fédérée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous pensons vous retrouver très prochainement. Merci RTG. À vous, amis téléspectateurs, merci et nous nous retrouvons au prochain numéro. Dans ta présence, grand rendez-vous des adorateurs de Jésus-Christ disséminé à travers le monde. Un moment d'adoration intense et d'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Désormais sur la RTGAO. Chaque dimanche, soyez bénis. Dans ta présence. Ah bon? Nous voulons un nouveau biscuit. Papa, dès que le tambour, tu fais la procédure biscuit efficace, où est la vitamine, énergie, pékitoko. Ok les enfants. Les enfants, du nouveau Bolukaki, Yangoyo, pique-nique grand, pique-nique petit et Milky Mou. Biscuit pique-nique et biscuit Milky Mou. Milky Belé et ses fondants. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques, mon ami. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques, mon ami. Moko moko, na mikaki
biscuit ya sika kombo nango Maxi. Tala makambo elekaki.